C'est ça. Amar, papa. À quel niveau de la page? Amar Rava, c'est ça. On est à la page Pei Aleph Amud Bet, à peu près 20 lignes d'en bas, il y a 2 points. Voilà. Après, avant les grandes lignes. À peu près 6 lignes avant les grandes lignes. Ouais, un peu plus. Il y a 2 points. Amar Rava, Kassa, parce que c'est écrit dans la Mishnah que si quelqu'un a mangé pendant Yom Kippour des choses qui ne sont pas aptes à être mangées, il n'a pas transgressé. Parce que l'interdit, c'est de manger. Manger, c'est des choses, c'est manger de la nourriture. Amar Rava Kas Pilpele Beyom de Kippour. Si quelqu'un a grignoté des grains de poivre pendant Yom Kippour, ils avalaient, pas tout, il n'a pas transgressé. Kas Zangavila Beyom de Kippour, pas tout, la même chose. S'il est en train de croquer des morceaux de zangavil. Les grains de poivre, on a mangé. Oui, ça ne se mange pas, Nahon. Oh, justement, comme ça ne se mange pas, si tu le manges, ça ne s'appelle pas manger. Donc, il pas tout, la même chose, zangavil. Quelqu'un qui croque des morceaux de zangavil, pas tout. Meitebe, on apporte une objection. Aya Rabbi Meir Omer, Mi mashmesh ne'emar, ve'araltem orlato et pirio. Le fait que c'est écrit dans la Torah, en parlant de la orla, des fruits, quelle est la mitzvah de orla, c'est écrit, vous allez rendre orla, les fruits de l'arbre. Ein yoda she'etz ma'achal hu. Est-ce que je ne sais pas déjà à partir de ça qu'on parle d'un fruitier, un arbre fruitier? Et la matal mulomar etz ma'achal. Alors pourquoi dans le même verset, la Torah utilise le terme etz ma'achal? On sait, si c'est écrit araltem orlato et pirio, ben j'ai compris qu'on parle d'un arbre qui est fruitier. Pourquoi dire que l'arbre il est fruitier? Etz ma'achal. Et la matal mulomar etz ma'achal. Etz shetam eitzo ve pirio shave. C'est une allusion au fait qu'il y a apparemment des arbres où le fruit et l'arbre ont le même goût. C'est un petit peu, en parenthèse, le fruit et l'arbre lui-même, si on prenait, je ne sais pas, une écorce, un petit peu du tronc de l'arbre ou de la branche, ça aurait le même goût que le fruit. Hebe Omer, de quoi on parle? Pilpelin, le poivrier. Parce que si vous prenez un petit peu de l'arbre du poivrier, apparemment, ça a le même goût que les fruits, que le poivre lui-même. Le lamedra, qu'est-ce que ça nous enseigne? Shapilpelin chayavin beorla. Que le pilpel, le poivre, on est obligé d'appliquer les lois de Orla. Maintenant, pourquoi c'est intéressant? Parce que Orla, ça s'applique, on sait que ça s'applique uniquement aux fruits. Ici, on est en train de dire apparemment que le poivre, c'est un fruit. Alors, si c'est un fruit, comment je sais que c'est un fruit? Parce que la mitzvah de Orla s'applique. Alors, pourquoi tu me dis qu'ici, mange du pilpel pendant Yom Kippour, il n'est pas tout parce que ce n'est pas considéré comme une nourriture. Ici, on voit que oui, c'est une nourriture. La preuve, c'est considéré comme un fruit. Le pilpel et le poivre, c'est pas pareil? C'est la même chose. On ne parle pas du pilpel, le gros pilpel qu'on a. Non, on ne parle pas de ça. Le gros pilpel qu'on achète quand même. Et entre autres, ça nous enseigne Ve'ein Eretz Israël Chasera Klum. Ça nous enseigne que la terre d'Israël ne manque de rien. Même des choses exotiques. C'est considéré comme un truc exotique, un arbre, un poivrier. Même en Israël, il y a des poivriers. Chez Nehemar, Lo Tersa Kolba. Parce que c'est écrit qu'en Israël, rien va vous manquer. Même des choses un peu spéciaux, même des choses comme un poivrier, vous allez tout pouvoir retrouver en Israël. Mais on a apporté cette braïta pour démontrer que le pilpel est considéré comme un fruit. Alors comment ça se fait que si on le mange en Kippour, on n'est pas tôt? La Gemara dit lokashia. Il y a une différence entre du poivre qui est frais, ça s'appelle ratouv, et du poivre qui est sec. Du poivre qui est sec n'est pas considéré, il n'est pas considéré comme de la nourriture. Un poivre qui est frais, il est oui considéré comme la nourriture. Quand on a parlé de orla, c'est ratouv, quand il est frais.
Quand on a dit que si tu manges Yom Kippour, c'est pas tout, on parle de Yeveshta, quand il est sec. Amar le Ravina le Mareimar, Veha Amar Rav Nachman, Hai Himalta de Ate Mibei Hindouei. Tu me dis que si quelqu'un mangeait du zongavil, aussi, il n'est pas tout Yom Kippour parce que le zongavil, ce n'est pas considéré comme la nourriture. Et pourtant, c'est écrit un plat apparemment, un plat à base d'épis, de surtout zongavil, avec du miel, ça s'appelle Himalta. Ça vient, Atemibei Hindouei. Rachid dit que ça vient d'Afrique, il y a d'autres qui disent que ça vient des Indes. Mais Sharia, ça veut dire quoi Sharia? Il est permis. Qu'est-ce que ça veut dire Sharia? Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit Sharia. Ve'ein bo mishum bishulei goim shene'echal kamot shehu chai. Vous savez qu'il y a un interdit de manger des plats qui ont été cuisinés par un goïm, bishul nochi. Maintenant, ça s'applique seulement à des aliments, à une nourriture qu'on ne peut pas manger crue. Mais si on parle de quelque chose qu'on pouvait manger cru, même si ça a été cuisiné par un goïm, c'est permis. Il n'y a pas de problème de fait que c'est cuisiné par un goïm. Par exemple, je ne sais pas, un exemple, une tomate. Une tomate qui a été cuisinée dans un restaurant par un goïm. Alors, il n'y a pas de problème de bichoulé goïm en ce qui concerne une tomate, parce que la tomate, ça se mange crue. Donc, la cuisine, c'est pas ça qui a transformé la tomate en quelque chose. Là, c'est pas ça qui l'a rendue accessible. Elle était accessible à portée de main auparavant. Il n'y a pas de bichoulé. Oui, vas-y. J'ai une question. Si des vieilles personnes ont des Philippines à la maison, est-ce que pour eux, ça suffit qu'ils allument le feu et qu'ils laissent la Philippine se préparer? Le Rav Benisha, j'ai posé la question au Rav Benisha, il n'y a même pas besoin d'allumer le feu. Je veux dire, pour la personne qui est comme ça séoudite, la Philippine, elle peut... elle peut cuire. Pourquoi, Yuda? C'est ce qu'il m'a dit. Non, je veux bien, mais c'est intéressant pourquoi. Parce que je veux dire, moi, il y a des personnes... Il y a des personnes qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas aller... Il faut qu'elle soit avertie de la loi comme... Ok, mais disons, à part ce cas... Il faut qu'elle soit avertie. Qui elle soit avertie? Il ne faut pas qu'elle mette de... C'est ça, mais on ne parle pas de cache-croûte. Quand on parle on parle de bichoulé, Attends, mais disons, d'une façon générale, ça c'est le principe. L'interdit de bichoulé nochim, c'est seulement quand on parle d'un aliment qu'on ne peut pas manger cru. Mais apparemment, zongavil, c'est quelque chose qu'on peut oui manger cru. Zongavil, ça m'étonne de vous. C'est parce que c'est zongavil. C'est une espèce d'épi. C'est une espèce d'épi qui vient des Indes. De quoi? Une espèce d'épice qui vient des Indes. J'imagine que ça peut être un autre nom en français. De toute façon, il n'y a pas de problème, tu peux le manger. Il n'y a pas de problème de bichoulei akum. Velo meshum giulei goim de noten tam lifka. Il n'y a pas non plus un problème de peut-être le goût. Qu'ils ont mis ça dans une assiette. Donc, tout ça c'est une kushia. Tu me dis que je peux manger zongavil pendant Yom Kippour parce que ce n'est pas considéré comme de la nourriture. Ici, on découvre en parlant de la zongavil dans ce plat qu'il n'y a pas de problème de bichoulei akum, il n'y a pas de problème parce que tu peux le manger cru. Ça de quoi tu peux le manger cru? C'est une nourriture. Ça se mange cru. Encore une fois, la Gemara va te donner la même réponse. Lokashia, ha berativta, ha beyaveshta. Aussi, quand on parle de zongavil, ça dépend. Si c'est frais, là, c'est une chose, c'est une nourriture à part entière. Mais dans le contexte Yom Kippour, on parle de zongavil qui était yavesh. Amar le Ravina le Mareima. Veha amar Rav Nachman, hai himalta, pardon, data mibei, je répète, data mibei hindoai shario, mevachina nalei boré priadama, lokashia haberativ ta habiyabesha. Ok, tanu rabanan.
Achal alei kanim, quelqu'un qui a mangé des feuilles de vigne. Patour, il est patour Yom Kippour. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas considéré comme nourriture. L'ulve gefanim chayav. Alors, il y a des feuilles de kanim. Cané, c'est comme des feuilles de rosier. Et les feuilles de roseau, ça, c'est pas de la nourriture. Et l'ulve gefanim, ça, c'est des feuilles de vigne. Oui, c'est une nourriture. Chayav. S'il mange l'ulve gefanim, Yom Kippour, il est chayav, parce que ça, c'est une nourriture. Eiluhen l'ulve gefanim, c'est quoi la différence? C'est quoi l'ulve gefanim? Amar Rabbi Yitzchak migadla'a, kol shelivlevu, mi Rosh Hashanah vad Yom Kippour. C'est quand les feuilles sont sorties entre la période de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors là, si tu les manges à Yom Kippour, c'est considéré comme de la nourriture. Mais si les feuilles sont sorties beaucoup plus avant, une fois qu'arrive Yom Kippour, c'est pas mangeable. Au contraire, oui, ils sont plus tendres. Mais si tu attends plus de temps après que les feuilles sont sorties, apparemment ça devient mangeable. C'est-à-dire si le 2/3 du fruit, du futur fruit, atteint un certain niveau, on le considère comme mangeable. Mais avant un 2/3, il n'est pas mangeable. Je ne sais pas. On ne parle pas ici de 2/3. On parle de quelqu'un qui mange des feuilles de vigne. Non, mais ça fait partie d'une évolution. Oui. Alors, si les feuilles de vigne, ça va? Si les feuilles de vigne, ils sont sortis trop de temps avant, une fois que tu les manges, ils ont dû les manger en Kippour, ils sont durs, ils ont perdu leur statut de nourriture. Mais si après Rosh Hashanah, les feuilles sont sorties, ils sont toujours assez tendres, là c'est considéré comme la nourriture. Verav Kahana Amar Kol Shloshim Yom. Lui il dit, pendant la période d'un mois avant Yom Kippour, tant que les feuilles sont sorties, c'est considéré comme de la nourriture. Tanya Kavate de Rabbi Yitzchak Migdala'a, il y a une braïta qui conforme à ce qu'il a enseigné. Achal ale kanim pato, quelqu'un qui mange des feuilles de roseau, il est pato, c'est pas la nourriture. Velulve gefanim chayav, eiluhen lulve gefanim, c'est quoi en fin de compte ces feuilles de vigne dont on parle? Kol shelivlevu mi Rosh Hashanah va Yom Kippour. Ok. C'est écrit que si quelqu'un a mangé chata, ou il a bu tsir au mourias patour. Tsir, c'est du jus de poisson. Mourias, c'est de la graisse de poisson. Apparemment, aussi bien le jus qui sort d'un poisson et la graisse, ce n'est pas considéré comme la nourriture. Encore une fois, donc si tu les manges, pas de problème. C'est patour à balassour, encore une fois. Ce n'est pas une transgression de la Torah, mais c'est tout de même un interdit de Rabbanan. Mais il ne parle pas de quantité, Rab? Non, pas tout. Chometz, chayav, je pourrais déduire, mais si on parle de vinaigre, en vinaigre, si quelqu'un prenait du vinaigre, Yom Kippour, il l'a transgressé. Matnitin mani, notre Mishnah va comme qui? Rabbi hi. Ça va comme Rabbi. De Tanya Rabbi Omer, Chometz meishiv et nefesh. Rabbi enseigne que prendre un petit peu de vinaigre, meishiv et nefesh, ça va renforcer l'esprit, apparemment. Darash Rab Gidel Bar Menashe, mi biri de Narash. Ein alacha que Rabbi. Alors un certain Rab Gidel Bar Menashe a enseigné que l'halakha c'est pas comme Rabbi. Ça veut dire quoi? Que pour lui, Chometz, c'est pas considéré comme une boisson qu'on boit. C'est pas. Les Shana, alors la prochaine année, Nafke Kule Alma Mazgu Beshatu Chala. La prochaine année, le monde entier, ça veut dire quoi? La ville dans laquelle habitait ce Rav, ils ont tous bu du vinaigre pendant Yom Kippour. Ils ont dit, le Rav a dit que vinaigre, c'est pas de la boisson. Yofi. Alors ils ont mis de l'eau dans du vinaigre et pour se
désaltéré, ils ont bu ça pendant Yom Kippour. Shama Rav Gidl, et le même Rav Gidl qui a enseigné ça, il a entendu ce qui s'est passé dans sa communauté. Ve'ikpad, et il était en colère. Amar, Eimar de Amre Ana Diavad, Lechatrila mi Amre. Moi j'ai dit que Bidiavad, c'est quoi Bidiavad? S'il se fait que quelqu'un par erreur a pris du vinaigre, Yom Kippour, c'est pas conseillé comme la nourriture, mais je parlais dans le cas de Bidiavad. Mais c'est pas les Khatrila. Vous avez entendu mon enseignement, vous avez tous ici, les Khatrila c'est permis. C'est Assour, pas trop. Nachon. Eimar de Amre Ana Purta. Et moi j'ai parlé d'une petite quantité. Touva mi Amre, mais je n'ai pas parlé de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez pris, je ne sais pas, une bouteille, vous avez mis un quart de vinaigre et 3 quarts d'eau, et vous avez pris tout ça. Je n'ai pas parlé de ça du tout. Eimar de Amre Ana Chai. Moi j'ai parlé de quelqu'un qui prend du vinaigre cru, mais mélangé avec de l'eau mazoug. Mi Amre, j'ai jamais dit que ce serait permis de prendre du vinaigre mélangé avec de l'eau. Bref, le Rav n'était pas du tout content avec le comportement de sa communauté. Et voilà. Il faut faire très attention quand on parle de rabbanim qui donnent des halachot, comment leurs paroles vont être entendues. Parce qu'il y a toujours le risque que les gens vont mal comprendre et aller... Voilà. Ok, nouvelle Mishnah. Maintenant, comme, pour cette Mishnah... Hein? C'est comme ce que vous avez dit la semaine dernière, que celui qui mangeait le 9 Tishri, c'est comme s'il avait jeûné le 10 Tishri. Il a dit, parce qu'elle avait pas besoin de... maintenant, vous entendez, cette petite sougia qu'on va faire maintenant, elle n'est pas compliquée, mais il faut s'appliquer. Hatinokot ein ma'aninotan beyom kippourim. Les petits enfants, on ne les force pas de jeûner, de s'infliger Yom Kippour. Aval mechanchinotan lifnei shana velifnei shnataim. Mais on va commencer à les éduquer. C'est quoi les éduquer? Qui vont jeûner 1 heure, 2 heures, une toute petite période de temps, avant 1 an et avant 2 ans. Bishvil shiyu regilim b'mitzvot. Pour tout doucement les habituer à faire des mitzvot. Donc encore une fois, quand ils sont tout petits... C'est-à-dire pour les garçons à 12 ans... Non, attends, on ne va pas parler ni de garçons, ni de filles, ni de 12 ans. Mais ici, c'est lui écrit dans la Mishnah, 1 an avant, 2 ans avant. Mais on va voir maintenant le Rashi qui explique de quoi on parle. Il faut préciser que c'est seulement pour Yom Kippour, je veux dire Tisha B'Av, c'est... Non. Voilà. Il n'y a aucun besoin avant qu'ils sont bon mitzvah, qui commencent à jeûner avant. Il n'y a pas d'entraînement. Maintenant, regardons le Rashi. Ein ma'aninotan, ein chayavin limnoa mehen ma'achal. On n'a pas besoin de les priver de nourriture, mais on commence à les éduquer. Mechanchinotan. Rashi dit, en haut de la page, les sha'ot. On les éduque de sorte que l'ifnei shana. Maintenant, il dit, quand dans la Mishnah on dit l'ifnei shana ve l'ifnei shnataim, 1 an avant et 2 ans avant. De quoi on parle? Rashi dit, l'ifnei shana shehi smucha le pirkan. C'est l'année avant leur perek. C'est quoi perek? Rashi explique. Pirkan hava ben 13 le nekeva. C'est la 13e année pour une fille. Ça veut dire, Rachid dit, la 14e année pour un garçon. Chez Derer Tinokot, la vie Shtei Se'arot, B'shtemesrei V'yom Echad. Normalement, la norme, c'est les filles, les petites filles, et ils ont 2 poils pubiques, on dit. À partir, il y a des qui poussent à partir de l'âge de 12 ans. Et c'est quoi à partir de l'âge de 12 ans? Quand elle commence à entamer sa 13e année. Dainu betor shnat yud gimel. Vehi pirka leonashin. Donc, la 13e année, à partir de l'anniversaire de 12 ans pour une fille, ça s'appelle le perek. Ça, c'est le perek où à partir de ce moment, elle est apte
à recevoir des punitions s'il transgresse et aussi Sacha. Vetinok, et quand on parle d'un garçon, Beyud Gimel Veyom Echad Nimsa Shnat Yudal et Pirko. Un garçon, c'est un an plus tard. Un garçon, c'est un an plus tard. Que lui, l'année dans laquelle il commence à être responsable, il est considéré comme un adulte responsable vis-à-vis des punitions de la Torah, c'est sa 14e année après son anniversaire de 13 ans. ותינוק בן 13 ויום אחד נמצא שנת י"ד פרקו לעונשין ושנת י"ג היא שנה maintenant. La 14e année, c'est son pérec pour un garçon. Et donc, Shnat Yud Gimel hi shana hasmucha le pirko. L'année qui est juxtaposée à son pérec, c'est la 13e année. Après qu'il a 12 ans. Le pérec pour un garçon, c'est après qu'il a 13 ans. C'est sa 14e année, ça s'appelle son pirko. L'année avant, c'est à partir de l'âge de l'anniversaire de 12 ans jusqu'à 13 ans. Veshnat Yudbet hi shana lifnei shana smucha le pirko. Donc, la 12e année, c'est ça que parle la Mishnah, que quand on dit dans la Mishnah mechanchim otan lifnei shana, ça veut dire on commence à les éduquer l'année avant son pérec. Ça veut dire c'est 2 ans avant. Si le pérec d'un garçon c'est sa 14e année, l'année avant c'est son 13e année, et on commence à l'éduquer à partir d'un an avant. Ça c'est comme ça que Rashi explique la Mishnah. Disons que l'enfant il est né à Sukkot. Non, parce qu'on dit un an avant, on a l'impression qu'il est né. Et ils sont tous nés comme mon petit-fils le jour de Kippour. Il est né à Sukkot. Le Kippour d'avant, il a 13 ans et pratiquement 13 ans. Et il arrive à Yom Kippour, il a quel âge? Explique-moi comme ça, parce que il a quel âge à Yom Kippour? Dans une semaine, il a 13 ans. Dans une semaine? Oui. Ok, alors c'est sûr. On dit ici dans la Mishnah qu'on commence à l'éduquer, à jeûner un petit peu, une heure par-ci par-là. Apparemment, quand c'est écrit Shana lifnei veshnataim, lifnei shana velifnei shnataim, on va en parler. Mais il y a des fois que c'est un an après. C'est quoi un an après? C'est pas un an avant. C'est pas un an avant son anniversaire de 13 ans. C'est un an avant l'année qui est avant son anniversaire de 13 ans. Donc, c'est à partir de 11 ans. À partir de 11 ans. Oui, c'est ça. C'est tout. Ok. Veshnat Yud Gimel hi shana smucha le pirko. Veshnat Yud Bet hi shana lifnei shana smucha le pirko. Et maintenant, regardons la Gemara. Hashta bifnei shtaim mechanchinehu. Bifnei shana Rashi continue. Oui, non, il y a un autre Rashi, après tu veux dire. Un autre Rashi, tu veux voir l'autre Rashi. Lifnei shtei shanim. Shehi lifnei shtei shanim samuch le pirko. Dainu shalosh shanim lifnei pirka. Il y a des fois que il commence à jeûner un petit peu par-ci par-là, quelques heures. 2 ans avant, au Bagma, on avait dit, on vient d'en parler, Rashi dit que dans la Gemara au Bagma, Parir, Hashta lifnei shtaim, dainu shalosh shanim, amarta mechanchin, lifnei shana, dainu shtaim, mi baile. Si tu me dis dans la Mishnah qu'il y a des fois qu'il commence son entraînement 2 ans avant, l'année avant qu'il a 13 ans, alors c'est sûr qu'un an avant l'année, si 3 ans avant qu'il va avoir 13 ans, on commence à l'éduquer, ben, tu n'as pas besoin de dire que 2 ans avant aussi. Si tu me dis Shnataim, tu n'as pas besoin de dire Shana. Tout le monde a compris la question, ou pas? Très bien, je suis fier de tout. Si la Mishnah dit qu'on commence à éduquer les petits
Lifnei Shana Velifnei Shnataim. 1 an avant et 2 ans avant. Quelquefois 1 an avant, quelquefois 2 ans avant. Et on vient d'établir c'est quoi 1 an avant. Il s'avère que c'est 2 ans avant. Et 2 ans avant, c'est 3 ans avant. Ça veut dire qu'il y a un cas de figure, on commence à les éduquer, même 3 ans avant, qui vont avoir 13 ans. Okay. Comment savoir si c'est 2 ans avant ou 3 ans avant? Oh, mais la Gemara dit, pourquoi la Mishnah a besoin de nous dire que l'éducation commence 2 ans avant? Si déjà tu me dis que l'éducation commence 3 ans avant, je n'ai pas besoin de dire 2 ans, à plus forte raison que 2 ans avant. Ça, c'est la question que demande la Gemara. Hashta bifnei shtaim mechanchinu. Si 2 ans avant, qui est en parenthèse 3 ans, mais si 2 ans avant tu commences à les éduquer, bifnei shana mi baya, est-ce que j'ai besoin de dire 1 an avant? C'est en plus, ça va sans dire. Amar Rafris explique, lokashia, habe chole, habe bari. Ça dépend de l'enfant. Quand on a dit quelquefois 1 an avant, quelquefois 2 ans avant, ça dépend de la force de l'enfant. Si l'enfant il est costaud, on commence à l'éduquer 3 ans avant. S'il est moins costaud, il est plus fragile, on commence à l'éduquer 2 ans avant. Donc cette différence dans la Mishnah entre 2 ans et 1 an, et je répète encore une fois, juste pour être sûr que tout le monde a compris, même Richard, que quand on dit 1 an avant et quand on dit 2 ans avant, c'est pas 1 an avant. C'est 1 an avant, l'année avant son pérec. À son pérec, ça commence à partir, disons encore une fois, ça commence à partir de 13 ans. Alors 1 an avant, c'est quand il va avoir 12 ans. Et la Mishnah parle d'1 an avant cette année. Donc c'est 2 ans avant qu'il va avoir 13 ans. Et quand on dit 2 ans avant, c'est 3 ans avant. Et cette différence entre les années, ça dépend si l'enfant, de la nature de l'enfant, s'il est costaud ou fragile. Ok? Chez nous, les Sfaradim, chez nos frères, chez vos frères, chez nous, on fait, pour le Zimoun, ouais. on peut incorporer si c'est déjà on peut le faire participer au Zimoun. Il y a deux. Pas qui pour. Non, de quoi on parle? Non, mais... Non, t'as raison. Ok, jusqu'ici, on est arrivé à quelque chose qui est clair. Jusque-là, tout est clair. Tout est clair. Ouais. Ok. Alors, comme tout est clair, je vais fermer la Gemara et donner encore 5 minutes parce que je ne veux pas continuer parce que si ça c'est déjà clair, ça vaut la peine d'ouvrir une bouteille de champagne, de fêter et on va continuer demain. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit avant sur la paracha, que le début de Kitavo, c'est une introduction, c'est un troufa, qui met en place la médecine avant la maladie. Il y a un truc qui s'appelle... La première mitzvah qu'Am Israël ont fait quand ils sont entrés en terre d'Israël, c'est quoi? La plupart des gens ne savent pas. La première mitzvah qu'Am Israël ont été commandés de faire au moment qu'ils sont entrés, c'était... Hein? Non. Première mitzvah, toi tu devrais savoir parce que tu l'as entendu. Quelle est la première mitzvah qu'Am Israël ont été obligés de faire quand ils sont entrés en terre d'Israël? Non. C'est écrit, c'est Parashat HaShavua. Il y a quelqu'un qui a lu Parashat HaShavua cette saison? Non. Le Rosh Chodesh. Non. Première mitzvah qu'ils étaient obligés à faire, c'est d'écrire la Torah sur 12 rochers et de mettre les rochers Beharival. Et Harival, de fêter, faire la fête. Mais maintenant, la Brit Mila. Non. Je viens de t'expliquer qu'écrire la Torah sur un rocher, toi tu me dis Brit Mila. Parce que Yoshua, il a fait Mais attends une seconde, je viens de te dire que la première mitzvah consistait d'écrire la Torah sur un rocher. Mazé Kashouem Yoshua veut Brit Mila. Alors, en quoi consiste, c'est quoi l'idée de cette mitzvah, d'écrire la Torah sur un rocher? Première chose qu'ils font. Alors, pourquoi c'est tellement important? En anglais, il y a un mot, insular. Comment on dit insular en français, tu sais? Insulaire. Insulaire, ça veut dire que tu es dans ton cocon et tu n'es pas préoccupé de ce qui se passe dehors de ton cocon. C'est comme les Anglais. Fais gaffe. Et alors, ça veut dire que c'est naturel pour un peuple qui n'a jamais eu une terre. Il rentre finalement dans une terre. Le type, il a finalement son champ.
qu'il a son champ, il est tout content. Il plonge sa tête dans les choux, tout ce qu'il voit c'est vert. Il est entouré de choux, et le reste du monde, pour lui, ça ne l'intéresse pas. Dans la Torah, tu sais quoi? Il faut écrire la Torah, Be'er Heitev. C'est quoi Be'er Heitev? Rashi dit, dans 70 langues, 70, traduit en 70 langues. Pourquoi faire? C'est venu beaucoup après, ça. Non, c'est le moment. La première mitzvah qu'ils ont été obligés de faire quand ils sont rentrés dans la terre d'Israël, c'est ça. Pourquoi dans 70 langages? Pour que chaque personne, chaque nation va être conscient du message de la Torah. Oui, vous rentrez dans votre terre, maintenant vous avez votre terre à vous, mais ne soyez pas insulaire. Il faut vous rappeler que vous avez une mission d'être en l'égoïme. C'est vrai que vous avez construit votre terre, vous êtes pris par votre champ et vos choux, mais vous avez tout de même une mission universelle en l'égoïme. Mais, et pourquoi ils ont fait ça à Har Ival? Il y a deux montagnes, Har Grizim qui représentent la bracha, Har Ival ça représente la klala. Alors pourquoi justement il fallait mettre les rochers sur Har Ival? En fin de compte, tout ça c'est en parenthèse, les rochers, il fallait les mettre à 3 reprises. Rashi en parle. Il y avait une fois qu'ils ont mis les rochers, au temps de Moshe, sur Moab, Arvot Moab, l'autre côté de la rivière du Jourdain. Ils ont mis un set de choses. Deuxième, ils ont mis sur le sol de la rivière du Jourdain. Et troisième groupe de rochers, ils les ont mis sur Har Ival. Quelle est la signification de ça? Parce que c'est quoi l'idée d'écrire la Torah avant que tu rentres? On dit en hébreu Ya'adim. C'est le but. On se fixe des buts. On se fixe des buts. Maintenant, on a besoin de se rappeler des buts à 3 reprises. Avant qu'on entame un projet. Ça, c'est les rochers qui étaient écrits avant qu'ils ont traversé, avant qu'ils ont commencé la conquête d'Eretz Israël. Ça, c'est avant qu'on entame un projet. On a besoin de les mettre dans la rivière. Il y avait un miracle quand ils ont traversé la rivière du Jourdain, l'eau a arrêté de couler. Et il y avait le sol. Ils ont mis ça sur le sol. Pourquoi? Au moment que tu es pris par l'action elle-même, tu es en train de faire l'action, tu es pris par l'action, c'est facile d'oublier qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc tu as besoin à nouveau de te rappeler du but. Et à la fin, quand tu as accompli la mission et tu as rentré dans la terre d'Israël, à nouveau, parce qu'une fois que j'ai accompli une mission, la tendance humaine naturelle, c'est d'oublier. Je me laisse aller, j'oublie. Donc, c'est 3 étapes. Mais pourquoi en attendant? Quel est le rapport avec... pourquoi c'est considéré comme une médecine, tout ça? Écrire la Torah sur les rochers. Pourquoi c'est Troufa Lifnei Hamaka? Parce que quand on se fixe un but dans la vie, on a un critère, on a un moyen de mesurer notre progrès. Et quand je sens dans ma vie que je progresse, ça me rend content. Ça me rend heureux. Parce que je sens, par exemple, je me suis fixé un but d'apprendre le chasse. Pour Hachem, j'ai déjà fini 5, 10 masertot. Et je sens que tout doucement, je fais du progrès. Mais si quelqu'un ne se fixe pas des buts, il n'a aucune façon de se rendre compte s'il fait du progrès ou pas. Donc les Ya'adim, les Keboa Ya'adim, se fixer des buts, c'est une des choses qui nous aide à être contents dans la vie. Et très vite, en parenthèse, encore 2 choses au début de la paracha, c'est que de mettre les klalotes sur Har Ival et les brachot sur Har Grizim, c'est quoi cette histoire? C'est une histoire de clarté. On dit clarté. Et les sages, ils disent « En simcha kahatarat hasvekot ». Il n'y a pas de joie comparable à une joie qu'on sent quand on a été délivré du doute. Une des raisons pour laquelle, parmi la jeunesse, il y a tellement de suicides, tellement de gens qui sont déprimés, parce qu'ils n'ont pas une clarté dans la vie. Ils ne savent pas exactement qui je suis, où je vais, quelle est ma mission. Ils vivent dans un balagan, ils ne savent pas. Ils savent pas. Quand il y a une clarté, ça, c'est mauvais, interdit, Har Ival. Ça, c'est la bracha. Et ça, si ça soulage parce qu'il y a une clarté. La clarté, ça rend joyeux. Et dernière chose qui rend joyeux, on va en parler demain. En attendant, Yom Tov, Bracha V'Atzlacha.